Donc, je me présente rapidement. Je suis Olivier Zallier, je suis directeur cybersécurité chez CGI, qui est une entreprise, une ESN nord-américaine. On est 80 000 dans le monde, 13 000 en France. Et il y a une partie qui fait de la cybersécurité. Sinon, c'est de l'édition logicielle, du consulting, des trucs habituels qu'on trouve dans les ESN ou SS2I, comme on disait avant. J'ai été en charge pendant quelques années du Security Operations Center pour CGI France. Et depuis quelques mois, j'ai une nouvelle casquette pour traiter plus l'intégration des outils et des tendances du marché de la cybersécurité pour CGI France au travers de mes collègues à travers le monde. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, on va avoir, c'est ce que je disais en début pour les quelques-uns qui étaient déjà là, ce n'est pas un cours magistral, vous pourrez intervenir si vous avez des questions au fur et à mesure. On va quand même essayer de dérouler la totalité des slides, il n'y en a pas vraiment pas beaucoup. Vers 13 h, il y aura Christophe Bélanger, un chef d'entreprise dans le bâtiment niveau électricité, qui viendra faire un retour d'expérience sur un incident de sécurité qui s'est passé dans son entreprise. Là, moi, je vais rappeler quelques définitions. Entre autres, qu'est-ce qu'on entend par système d'information? Qu'est-ce que c'est exactement quand on est un chef d'entreprise, quand on est un informaticien et surtout quand on est un attaquant? Qu'est-ce qu'on voit? Comment se préparer au mieux aux cyberattaques? Puisque la question, ce n'est pas est-ce que je vais être attaqué, mais quand? Pour être clair. Et ensuite, comment réagir en cas de problème? Je vais vous donner quelques pistes. L'idée ici, c'est vraiment vous faire réfléchir. Je ne vais pas donner des solutions à clé en main, mais c'est surtout avoir les bons réflexes au tout début pour minimiser l'impact d'une attaque. Et justement, Christophe, derrière, vous expliquera aussi, lui, comment il a fait pour minimiser l'impact sur son entreprise qui avait été complètement gelée. Alors, le système d'information, il y a la définition qui est plutôt technique. C'est un ensemble de machines qui fonctionnent et qui vont produire de la richesse pour l'entreprise, mais c'est surtout un système qui est socio-technique. On a souvent tendance à le bypasser. Ce système socio-technique, il est composé d'humains et de machines. La plupart des fois, vulgairement, souvent on dit que le problème est entre la chaise et l'écran. C'est malheureusement assez vrai, puisque la technique maintenant permet d'avoir des machines qui sont très solides, qui ont des autodéfenses assez importantes. Mais néanmoins, l'humain est toujours très important de ce fait, parce que déjà d'une part, c'est lui qui va aller travailler sur la machine, mais c'est aussi lui qui va aller la maintenir en conditions opérationnelles, qui va augmenter son efficacité et qui va la maintenir à jour par rapport au risque du marché. Et donc, toute cette surface-là, ce système d'information-là, en fait, représente une surface d'attaque. L'attaquant, lui, ce qu'il voit, quand il voit une entreprise, il voit une surface d'attaque. Et la surface d'attaque, ça peut être, dans les anciens temps, la porte d'entrée, la fenêtre. Et bien là, maintenant, ça va être aussi l'humain qui vient à l'intérieur, puisqu'on a sécurisé la porte et la fenêtre. Donc, c'est comment on va interférer avec l'humain. Et aussi, après, tout ce qui sort d'un point de vue réseau et numérique, ou sans fil, etc., en se mettant à côté de l'entreprise, ça va être de l'exposition de votre système d'information. Et quel est l'intérêt derrière du hacker? C'est d'avoir la surface d'exposition la plus large et donc du coup de trouver des informations les plus précises. Donc ça va passer par quoi? Ça va passer par la sensibilisation des collaborateurs en disant faites attention quand vous discutez à voix haute devant l'entreprise, quand vous discutez au restaurant, quand vous discutez de partout, en disant on a mis un nouveau logiciel en place, il ne marche pas bien, c'est quoi ton logiciel? Ils vont donner des informations. S'il y a quelqu'un qui est à côté, qui est malveillant, il va déjà avoir des informations comme quoi vous travaillez sur Office 365, comme quoi vous travaillez avec un NAS, comme quoi vous avez les serveurs qui sont entreposés dans la pièce à l'arrière, mais qui n'est pas très bien sécurisé. Ou alors, le chef d'entreprise a mis en place un Wi-Fi et c'est super parce que du coup, il n'y a pas de mot de passe et c'est hyper pratique pour s'y intégrer, etc. Déjà, toutes ces données-là vont donner des informations à l'attaquant qui va permettre de pouvoir vous attaquer. Donc, le but, c'est que si vous sensibilisez les collaborateurs au travers d'exercices, de petits questionnaires ou tout simplement de e-learning en leur apprenant les bonnes pratiques, vous allez réduire cette surface d'attaque.
Et tout ce qui est important de faire quand on a soit un informaticien à demeure, soit une entreprise qui fait de l'informatique pour vous, c'est de contribuer à réduire cette surface d'attaque. Et le but est de la réduire le plus possible pour donner moins de surface d'attaque aux personnes malveillantes. Donc, ça va être aussi, d'un point de vue technique, d'éviter d'avoir une dette technique trop élevée. Très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a acheté des serveurs il y a une dizaine d'années et derrière, ce n'est pas bien évolué, on n'a pas augmenté les versions des OS, des systèmes d'exploitation qui sont dessus. On n'a pas monté non plus les versions des logiciels de compta qu'on utilise, etc. Parce que si on augmente la version du logiciel de compta, il faut aussi augmenter la version du système d'exploitation. Et le système d'exploitation est trop puissant par rapport à la machine, donc il faut changer la machine. Donc souvent, c'est des coûts qu'on ne veut pas faire ou qu'on ne peut pas faire, hein, parce que c'est important quand même pour une entreprise, ce genre de coûts-là. Mais du coup, ça permet à des attaquants de venir pénétrer, puisqu'il y a des bases de connaissances. Les attaquants ne sont pas stupides, ils font des bases de connaissances sur des failles connues, sur des systèmes d'exploitation un peu anciens. Vous allez sur des sites malveillants où vous pouvez carrément acheter des listes de failles qui sont connues sur tel et tel outil. Par exemple, si vous ciblez une entreprise du bâtiment qui utilise un logiciel Sage pour sa compta, vous allez sur les sites malveillants, vous tapez la version du Sage que vous regardez, il va vous dire 12 failles connues, vous les achetez, ça coûte 100 €, et du coup, vous savez comment exploiter, parce qu'on va vous donner aussi les outils de comment exploiter ces failles qui existent. Donc, ça va passer par la mise en place d'un patch management. Alors, le patch management, c'est la montée de version, et à chaque fois que l'éditeur ou le fabricant de l'outil, le fabricant de la machine produit des mises à jour, comment les passer dessus, comment les appliquer pour maintenir à jour la sécurité de son équipement. Il faut également avoir ce qu'on appelle un plan de sécurité du système d'information avec des plans de reprise d'activité. Justement, qu'est-ce qu'on fait le jour J et pas se retrouver le jour J en courant un peu comme des canards sans tête en disant il n'y a plus rien qui marche, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce document qui peut être très simple, hein, ça peut tenir quand on a une petite entreprise, ça tient sur une page, on va dire qu'est-ce qu'on fait le jour J. Ça, je vais vous l'expliquer derrière. On va maintenir une liste de contacts clés. Qui c'est qui s'occupe de la communication, qui prévient les gendarmes, qui doit faire partie de la cellule de crise, quels sont les numéros de téléphone de la société informatique qui s'occupe de votre informatique, puisque tout cela, il faut le centraliser, puisque souvent, ces informations-là sont connues par 2-3 personnes dans l'entreprise, et si ces 2-3 personnes-là ne sont pas disponibles, malheureusement, on va perdre du temps. Donc, tiens, bonjour Christophe, vous venez d'arriver un petit peu, vous avez le micro coupé. Donc voilà, toutes ces informations-là sont importantes et vont participer à la solidité de l'entreprise lors d'une attaque. Et donc, comment réagir? Je vais vous donner quelques pistes. Alors, tout va dépendre de ce qui a été compromis. Si ce sont des données, des mots de passe, des logiciels malveillants, une intrusion sur le réseau, le vol de machines. J'ai connu ça aussi, des gens qui se sont fait entièrement voler toutes leurs machines dans l'entreprise. Comment on fait? C'est plutôt la compromission des postes de travail. Donc, sans cette analyse préalable, on ne peut pas cerner l'ampleur de l'attaque. Donc, la première chose à faire, c'est de monter une cellule de crise. C'est ce qui va donc vous servir avec les documents que vous avez préparés, qui vont de suite faire un statut de l'attaque. Est-ce que l'attaque est terminée ou est-ce qu'elle est encore en cours? Et donc ça, c'est vraiment très important de savoir si vous avez subi l'attaque. Et bien, dans le cas d'un ransomware, tout est verrouillé, ou peut-être la moitié du réseau, ou dans le cas d'un virus qui est en train de se propager, est-ce que vous n'allez pas devenir un vecteur d'attaque pour vos partenaires et vos fournisseurs? Donc ça, c'est très important de le faire. Identifier les dégâts visibles avant de commencer une enquête plus approfondie. Qui va préparer la communication? Est-ce que vous avez déjà préparé une communication un petit peu standard avant, vers les collaborateurs, vers les entreprises, vers les autorités dont vous dépendez? Prévenir automatiquement la police ou la gendarmerie, ça va dépendre de la zone géographique dans laquelle, si vous êtes dans une zone police ou dans une zone gendarmerie, ça dépend qui s'occupe de ça. Se faire éventuellement aider par un professionnel. Si vous avez un informaticien à demeure, mais qu'il n'a pas
la possibilité ou qui n'a pas l'habitude de gérer ce genre de choses, il y a des entreprises qui sont à même de vous aider là-dessus. Par exemple, le gouvernement a lancé la plateforme cybermalveillance qui vous permet d'aller gratuitement vous indiquer que vous avez un problème et que vous souhaitez que quelqu'un intervienne. Et là, dans les 24 heures, il y a quelqu'un qui va proposer son aide comme entreprise. Et bien sûr, piloter les différentes actions opérationnelles que vous allez devoir faire. En général, ce qu'on fait comme bon réflexe, c'est que quand des machines sont compromises, on les isole immédiatement du réseau pour les autres machines. On ne les arrête pas. Pourquoi? Parce que on a souvent tendance à les arrêter. C'est dangereux de les arrêter parce que souvent, il y a des informations qui sont toujours à l'intérieur de la mémoire vive de l'ordinateur, et cette mémoire vive-là, elle est effacée à l'arrêt de la machine. Et souvent, on s'est rendu compte, par exemple, dans le cas d'un ransomware, que dans la mémoire vive, il y avait la clé de déchiffrement qu'on pouvait récupérer. Et donc, bon, il faut des spécialistes, il faut des outils, etc. Mais ça permettait évidemment de pouvoir minimiser l'impact. Donc, on les isole, réseau, filaire et non filaire, et on les laisse dans leur coin, en mettant, si vous voulez, une cloche autour du cou, comme les lépreux à l'époque, en disant ne vous approchez pas. Mais c'est important de ne pas les arrêter. Ouvrir un pont téléphonique, c'est-à-dire que dès le matin à 8 heures, vous êtes rendu compte, vous donnez l'information à tout le monde comme quoi il y a un pont téléphonique qui est ouvert, qui reste en permanence ouvert. Donc, les gens viennent se connecter et donner les informations au fur et à mesure. Quelqu'un reste en permanence et vous collez des créneaux de réunion pour faire des statuts à heure bien définie. Évidemment, derrière, c'est quelques exemples, mais je vous ai montré qu'on pouvait, en cas de compte compromis, changer immédiatement les mots de passe, les droits d'accès, voire les verrouiller pour certains si on n'en a pas besoin. Si c'est du vol de données et de modification de mots de passe, tout ce qui est clé, API, token, il va falloir également les annuler. Évidemment, si c'est de la donnée, il va falloir, conformément au règlement RGPD, prévenir les autorités de contrôle. Voilà, il y a toutes ces actions-là qui doivent être menées lors d'une attaque. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Non, c'est bon? Je passe. Voilà, Christophe qui est arrivé. Donc, Christophe va nous faire un retour d'expérience. Il a été la cible d'un ransomware il y a quelques temps. Et son entreprise a été quand même durement touchée, mais avec les bons réflexes et les bons professionnels qui l'ont aidé, il a pu quand même redémarrer son activité assez rapidement. Et je pense que vous allez pouvoir échanger avec lui après son témoignage. Christophe, je vous laisse. Oui, merci Olivier. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, Christophe Bélanger, j'ai une entreprise d'électricité à Angers, dans le Maine-et-Loire, une entreprise d'une douzaine de personnes. Et un week-end de juin 2019, je reçois un coup de fil d'un de mes chargés d'affaires qui avait la mauvaise habitude, pour un patron c'est une bonne habitude, mais travailler le week-end et le dimanche, quelquefois, de faire quelques devis. Il m'appelle dimanche matin, il me dit « Christophe, il y a un problème, je crois qu'on a été piraté. » Donc, on prend nos voitures respectives et puis on se donne rendez-vous à la boîte. Oui, écran noir, un mail quand même qu'on a réussi à ouvrir avec une demande de rançon. Et puis, on a éteint, isolé nos postes. Et puis, de toute façon, un dimanche, on ne pouvait pas faire grand-chose. Le lundi matin, état d'urgence à l'entreprise, puisqu'on était quand même comptable, secrétaire, mes deux chargés d'affaires et moi-même. Lorsqu'on est démuni d'informatique aujourd'hui, pour gérer une entreprise, c'est compliqué. Donc, premier réflexe, et là, vous l'avez souligné tout à l'heure, Olivier, mais savoir aussi bien s'entourer d'une entreprise qui vous suit informatiquement, sérieuse et compétente, parce que dans un cas pareil, je vous assure qu'on transpire et puis on a vraiment besoin d'eux. Donc, ils ont été très réactifs.
8h30, 9h, ils étaient à l'entreprise, même s'ils avaient des connexions à distance. Donc, ils ont été à 3 pour pouvoir essayer de récupérer. Alors, je l'ai lu tout à l'heure sur les slides, ce sont eux qui se sont occupés parce que malheureusement, je n'étais pas le seul client à avoir été piraté. Donc, ils ont des contacts privilégiés avec des services de la police ou de la gendarmerie. Donc, ça m'a enlevé cette tâche-là. Voilà, il y a eu… ils ne se sont pas déplacés, hein, les gendarmes à l'entreprise, parce que je pense que les dégâts et les faits avaient bien été exposés par l'informaticien. Donc, voilà. Mais on a déposé plainte naturellement parce que il le faut. Dans mon idée, de toute façon, le chantage, je ne l'admets pas. Donc, il était hors de question de donner. Bon, pour vous donner le premier chiffre, le mail était clair. Hein, il nous demandait 7 500 € pour rétablir une petite partie pour montrer leur bonne foi. Hein. Après, je ne sais pas combien ils auraient redemandé pour être à 100%. Mais bon, je n'ai pas voulu rentrer dans ce jeu-là. On a préféré faire travailler nos informaticiens qui en ont bien bavé. Alors, résultat des courses, on a récupéré une petite partie uniquement le vendredi matin. Quand je dis une petite partie, c'était quand même le plus important, hein, notre logiciel compta, devis facturation. Parce que là, aujourd'hui, c'est bien d'être informatisé, mais quand on a toutes les sauvegardes qui sont vérolées, on ne peut plus rien récupérer. D'ailleurs, à ce sujet, là encore, l'expérience nous a servi aussi depuis, c'est que lorsqu'on a une petite entreprise artisanale comme ça dans le bâtiment, le piratage, franchement, c'est pour les autres. Hein. C'est pour les gros, c'est pour les grosses entreprises, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, mais on ne pense pas qu'on va être attaqué. Donc, bêtement, gros serveur dans l'entreprise, mais sauvegarde interne sur plusieurs disques superposés. Excusez-moi, je ne suis pas un champion d'informatique, mais voilà, sauvegarde uniquement interne. Alors là, je vous assure, les amis, grosse erreur. Faut au moins avoir, sinon une sauvegarde externe qu'on peut prendre de notre serveur et l'emmener de temps en temps, en plus. Mais le mieux, c'est d'avoir un cloud quelque part géré par… là, du coup, c'est l'informaticien qui s'est occupé de ça aussi. C'est un coût, c'est clair, mais par rapport au coût d'un sinistre d'une semaine comme on a eu, c'est zéro. Voilà, donc on a récupéré, je vous disais, une partie on a récupéré, les informaticiens ont récupéré une partie des logiciels installés. En revanche, tout ce qui était tableau Excel, tous mes tableaux de suivi, notamment sur certains logiciels, là, tout a été perdu. Mes plans AutoCAD, donc, pour résumer, de toute façon, les conseils ont été donnés, je les ai vus tout à l'heure, mais ne pensons pas que, d'ailleurs, on le voit que quelquefois, même personnellement, on peut se faire pirater sur nos comptes mail, sur nos comptes Facebook, sur nos comptes… Ne pensons pas qu'individuellement ou lorsqu'on a une petite entreprise, on n'est pas… on est sauvegardé, parce que la preuve en est… voilà, et c'est… bon, il y a sans doute plus grave dans la vie, hein, des accidents corporels, des choses comme ça, mais le ciel vous tombe sur la tête, parce que lorsque les premiers diagnostics des informaticiens en disant ben non, on ne sait pas comment on va récupérer, et ça, le lundi soir, alors, ben non, on travaille le mardi, le mercredi. Je vous assure que c'est hyper stressant. Alors, on s'en est remis, hein, parce que je vous dis, on a récupéré, même si on a perdu quelques années, mais bon, en compta, les comptas clients et comptabilité pure avaient été sauvegardés d'année en année, heureusement, puisqu'il y a des bilans annuels.
Mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de stress. C'est aussi, avec le recul, aussi une autre organisation. Vous en parliez tout à l'heure, Olivier, sur ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut plus faire, hein, d'ouvrir des mails, d'aller sur des sites un petit peu douteux. Ça, maintenant, les consignes sont bien données. Voilà, c'est ma petite expérience qui nous a valu quand même beaucoup de sueur froide. Merci beaucoup. C'est important, hein, de souligner que justement, la cible maintenant des attaquants, ce sont les TPE et les PME, puisque ce sont par définition les moins bien équipés et donc les plus sensibles. Récupérer 10 000 euros, mais si vous attaquez 10 000 entreprises, ben, ça commence à faire beaucoup de chiffres derrière. À savoir que dans 99% des cas, les attaques sont faites au hasard. C'est-à-dire que ce sont des robots qui sniffent Internet et qui trouvent des failles qui sont connues. C'est rarement un cible de choix. On commence à s'en rendre compte plus aux États-Unis et du côté de l'Asie, où il commence à y avoir des attaques vraiment précises sur des PME, mais qui commencent à être assez importantes pour justement casser les marchés. Quand il y a un gros appel d'offres, les marchés qu'on sait et qu'on connaît les concurrents, on commence à se rendre compte qu'il y a des attaquants qui sont payés par les concurrents pour aller empêcher le bon fonctionnement de l'entreprise pendant l'appel d'offres, pour justement les pénaliser derrière. Donc, ce n'est pas non plus anodin. Je pense que c'est quelque chose qui va grossir dans les années qui vont arriver. Mais voilà, Christophe a bien souligné, ne jamais payer, mais ne jamais, de toute façon, c'est les conseils que vous donneront les autorités. Vous ne retrouverez jamais votre argent et jamais vos données. Les hackers éthiques, ça n'existe pas. Et les vrais ethical hackers, ce qu'on les appelle, ce sont des gens qui travaillent pour moi et qui font des tests en temps réel, en conditions réelles, pour vérifier l'étanchéité d'un système d'information. Les méchants restent des méchants. Il faut vraiment, ça, c'est le b.a.-ba, de jamais payer. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Christophe. N'hésitez pas. Je ne vois pas s'il y a des questions là-haut. Participants. OK. Voilà, ce qui est important, là, moi, j'ai encore 2 slides, mais je ne sais pas. De toute façon, c'est enregistré, Angélique, hein, il me semble. Donc, voilà. Donc, parce que les slides, vous les aurez. Il y a 2 petits slides supplémentaires que j'ai fait pour aller plus loin, pour ceux qui sont un petit peu plus intéressés vraiment pour savoir comment on attaque le système d'information. Donc, je vous ai mis des exemples de sous-systèmes sur la partie sociale, donc la partie humaine. Ce que disait Christophe, qu'il a sensibilisé ses collaborateurs à ne pas aller sur des sites un peu bizarres, ne pas ouvrir de pièces jointes, etc. C'est comment on va les sensibiliser, les collaborateurs, à ne pas le faire. Et comment on fonctionne. Moi, pendant des années, par exemple, je suis rentré dans des entreprises en faisant ce qu'on appelle du talonnage dans les entreprises pour aller espionner à l'intérieur. Alors, je vous rassure, parce que ça m'est arrivé une fois de me faire sortir, et pourtant je ne suis pas flué en poids par un vigile. J'ai un petit courrier sur moi quand même de la part du président ou du patron de l'entreprise pour dire que j'ai le droit de faire ça. Mais, donc, je rentrais dans les entreprises pour essayer d'avoir des informations, et dans certaines entreprises quand même assez conséquentes de la région, c'était du côté de Lyon, où j'ai réussi à avoir un compte, un ordinateur personnel et un bureau. Sur un open space. Donc, pour dire que c'est quand même, ça existe. Et là, à partir de là, j'ai arrêté parce que j'aurais pu aspirer après énormément d'informations. Il y a des entreprises qui se font pirater aussi les photocopieurs, parce que les photocopieurs ont des disques durs maintenant et gardent les informations. Donc, vous avez des informations financières importantes ou des informations sur les appels d'offres, ce que j'expliquais tout à l'heure, ou sur des plans que vous créez. Et il est arrivé, même à une grande banque française, de se faire piquer des photocopieurs d'un coup par une fausse équipe je ne sais plus si c'était Xerox ou je ne sais pas quelle marque c'était, Canon, qui sont arrivés avec la camionnette Canon et tout, en disant bonjour, on vient. Alors on leur a ouvert la porte, on les a aidés à porter le photocopieur. Le photocopieur n'est jamais revenu. Donc ça c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Il y a évidemment tout ce que vous connaissez comme le phishing, le spear phishing, le phishing ciblé,
l'arnaque au président, le dépôt de clés USB devant l'entreprise, avec un petit logiciel malveillant dessus. Vous êtes sûr qu'un des collaborateurs finira par la prendre et la mettre dans son ordinateur. Si vous n'avez pas paramétré l'ordinateur pour ne pas exécuter automatiquement les clés USB, ça va tout de suite se faire rentrer un virus. Donc, il y a toute cette partie-là qu'il faut sensibiliser les collaborateurs, leur expliquer que déjà, c'est important pour eux en entreprise, mais c'est important à la maison aussi. À la maison, on a nos comptes bancaires, notre compte sur des sites de commerce, des choses comme ça. Et le côté un peu pénible de ça, c'est que si on peut éviter d'enregistrer ses mots de passe, c'est bien. Ça nécessite une mémoire, mais c'est bien de ne pas avoir, parce que si on se fait piquer un ordinateur et qui n'est pas chiffré ou qu'on arrive à usurper de l'identité, après, il suffit d'aller dans l'historique et on récupère, on peut se connecter, on peut récupérer ses mails et on peut faire beaucoup de choses. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des questions, pardon. Allez, Gontran, du coup, Christophe, c'est pour vous. Avez-vous évalué votre perte financière? J'avais la chance d'avoir un contrat avec mon informaticien qui, alors, apparemment, qui prévoyait ce sinistre. Alors, au niveau du prestataire informaticien, mis à part qu'on a rechangé, remis des disques durs et tout, donc ça c'est du matériel, j'en ai eu pour 2-3 000 €. En revanche, la perte de travail de 5 personnes pendant une semaine, même si on ne sait pas regarder les yeux dans les yeux et on ne sait pas tourner les pouces, mais c'est plus de devis, c'est plus de factures, on a pris du retard, donc il a fallu rattraper tout ça. Je ne l'ai pas estimé, mais allez, peut-être encore 3-4 000. Voilà, mais j'étais quand même assez content, assez content, oui, par rapport à ce que ça aurait pu être et des informations que j'avais heure par heure auprès de mes réparateurs informaticiens. J'estime malgré tout que je m'en suis pas trop mal sorti. Quand je vois, je vous disais en préambule que j'étais dans le domaine d'électricité. Au mois d'août dernier, un groupe comme Sonepar, qui font des milliards de chiffres d'affaires, qui sont représentés dans le monde entier, ont été piratés, des boîtes comme ça. Alors, ça nous rassure sans nous rassurer, mais on dit par rapport aux filtres, à la pléiade d'informaticiens qui travaillent pour ces trucs-là, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Et même si on est… même si on a des bons filtres, des bons antivirus et tout ça. Et eux, par contre, le sinistre pour eux, ça a été plus de logistique pendant 3 semaines, tous les ordinateurs des 450 agences en France fermés. Là, je pense que ça a été énorme. Alors, faut remettre les choses à leur place. Une petite entreprise artisanale comme la mienne, voilà, on arrive toujours à se débrouiller, mais ça peut être très important. Moi, je vous dis, le manque à gagner, payer quelques heures supplémentaires pour rattraper le boulot qui n'a pas été fait, allez, je remets encore 3 000, allez, je pense que ça m'a coûté 6 000 €, mais ça m'a coûté aussi quelques nuits blanches et beaucoup de stress. Et ça c'est pas… ça coûte cher aussi au niveau de la santé. Ouais, ce qui est important aussi de retenir quand même sur cette expérience-là, c'est que du coup, il y avait des sauvegardes, mais qui avaient été aussi abîmées. Donc, c'est de vraiment séparer, je te disais en préambule, avant que tout le monde arrive, là, on discutait avec les premiers arrivants, c'est d'avoir une sauvegarde qui est vraiment séparée du réseau. Quoi qu'il arrive, qu'ils ne soient pas interconnectés. Alors, vous mettez… des bandes, si vous enregistrez ça sur des bandes, vous mettez ça sur des disques durs, sur un NAS, si vous voulez, mais ensuite, quand la sauvegarde est finie, ça doit être déconnecté. Parce que sinon, vous allez vous récupérer, le virus, il va se propager, il va prendre l'usurpation du compte qui fait la sauvegarde et il va aller chiffrer les sauvegardes également.
Et du coup, ce qui est très important, parce que j'ai eu le cas dans une communauté de communes ici dans l'Hérault, c'est de tester vos sauvegardes. Ils avaient une entreprise qui venait des contrats de 2 ans avec différentes entreprises informatiques. Ils venaient de changer depuis un peu plus d'1 an pour un autre prestataire. Le prestataire a repris des sauvegardes. Il faisait ce qu'il fallait. C'était un collègue à moi, donc il avait compris, j'avais dit d'externaliser ses sauvegardes, donc il demandait à l'informaticien de le faire. Il allait les mettre dans un petit coffre là, qui coûte 300 € par an, un petit coffre à la banque. Sauf que l'informaticien qui venait n'avait pas testé les sauvegardes, il n'avait pas fait de restauration, de test. Et en fait, depuis 1 an, il sauvegardait rien du tout. Il n'y avait rien sur les cassettes. Et quand ils se sont fait tout dérober et qu'ils ont voulu restaurer, ils n'ont restauré rien du tout. Donc, c'est important quand même de faire des tests. Ça n'a pas un coût énorme quand on est une petite entreprise, pendant une journée, de se dire, bon, l'informaticien, vous le payez quelques heures et il vient et il vous restaure des fichiers, tu lui demandes de restaurer telle et telle partie pour vérifier que ça fonctionne. Maintenir, pareil, les documents de qui appeler en cas de problème, sur quel site aller faire la déclaration, les numéros de téléphone de l'informaticien de secours, etc. Ce sont des documents, ça, qui sont importants à avoir et évidemment de les avoir sous format papier. Parce que si vous les avez sur vos serveurs et que les serveurs sont inaccessibles, c'est dommage. Donc, cette fiche-là, avec les numéros de téléphone et les contacts importants en temps de crise, ça doit être dans une version papier. Excusez-moi, je reprends la parole. C'est exactement ce qu'on a fait depuis. Voilà. La bonne vieille méthode du calepin, c'est quand même fonctionnel. Voilà, donc il y avait le dernier slide qui, ce que je disais en préambule, le système socio-technique à la partie sociale, ce que j'expliquais tout à l'heure, ingénierie sociale, et la partie technique. Donc là, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, j'ai également indiqué quelques attaques les plus connues, qui sont les attaques de déni de service, les man in the middle. Alors, c'est un petit peu plus technique, mais ça peut être important aussi. C'est juste pour savoir que tout à l'heure, je parlais des équipements qui sont de plus en plus robustes et automatiques pour parer les attaques. Il y a aussi évidemment des manières de contourner ces attaques automatiques, que ce soit par attaque avec des signaux faibles, c'est-à-dire très doucement pendant des mois, mais là, ça veut dire que vous êtes quand même la cible d'une attaque. C'est quelqu'un qui vous en veut, ce n'est pas une attaque au hasard qui va essayer de récupérer de l'argent. Et vous avez aussi, par exemple, les Wi-Fi. Les Wi-Fi, moi, à titre perso, je suis un fan d'art contemporain. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais tous les 2 ans, en gros, je vais à Venise, à la Biennale d'art contemporain de Venise, et je prends un logement dans les vieux quartiers de Venise, parce qu'on reste là avec mon épouse et les enfants. Je passe mon temps à me marrer, à pirater les Wi-Fi du vieux Venise. Et je rentre sur 80% des Wi-Fi, quoi. Et je vois les ordinateurs connectés, et je peux voir les partages, etc. Donc, je ne vais pas plus loin parce que mon but, c'est juste de me marrer, d'aller plus loin, de ne pas aller plus loin. Et puis, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes au cas où c'est ce qu'on appelle un pot de miel, un honeypot. C'est quelqu'un qui est en train de me piéger pour voir s'il ne se fait pas espionner. Mais les Wi-Fi en entreprise sont des vecteurs d'attaque assez importants et d'aspiration d'informations. Donc, il faut aussi également faire appel à des professionnels pour vraiment bien verrouiller ces aspects-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, les documents seront disponibles. L'enregistrement aussi, si vous voulez revoir certains points, si on a parlé trop vite, ou revoir le témoignage de Christophe. Si vous n'avez pas d'autres questions, c'est tous bien disciplinés, pas de micro ouvert, c'est rare. J'ai du mal à... Ce n'est pas le cas dans mon métier d'habitude. Ok, bien, merci bien. Peut-être, Angélique, si tu veux dire un mot de la fin ou je ne sais pas. Non, elle n'est pas là. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous. Si vous voulez aller plus loin, vous n'hésitez pas à passer par Angélique. Je peux également tout à fait discuter avec vous en one-to-one. Je n'ai pas de problème là-dessus. J'aime passer du temps
et pas au nom de CGI, de mon entreprise. Mais j'aime passer du temps à expliquer les bienfaits de la cybersécurité. Donc, n'hésitez pas à passer par Angélique si vous voulez avoir des petits conseils supplémentaires ou des choses un petit peu plus précises. J'ai essayé de rester très high level sur cette présentation-là pour pas saouler les gens sur de la technique. Donc, s'il y en avait qui étaient un petit peu plus friands, un peu plus technophiles, n'hésitez pas à passer par Angélique pour me contacter ou sur LinkedIn. Si vous avez du LinkedIn, moi, je suis présent aussi là-dessus. Voilà. Merci bien. Bonne journée à tous. Merci Christophe. À bientôt. Je vais peut-être partir aussi. J'attends qu'il revienne quand même. Allô, Olivier? Oui. C'est Robert Anderson ici. Je vais poser une question par la messagerie, mais je vous pose ça directement. Je suis recruteur pour les profils digitaux. Oui. Et ma question, c'était, à votre avis, quels sont les postes les plus pénuriques en ce moment en termes de cybersécurité? Est-ce qu'il y a des profils en particulier qui manquent dans la bataille contre le malware et tout ça? Oui, alors ça dépend un petit peu aussi des bassins d'emploi, parce qu'il y a des bassins d'emploi qui sont plus ou moins fournis. Alors dans la région, sur Montpellier, je peux commencer par Montpellier par exemple. Sur Montpellier, il manque beaucoup d'experts sur tout ce qu'on appelle des reverse malware. Des gens qui vont aller étudier vraiment en profondeur les virus, les choses comme ça. Parce que c'est pas une activité qu'on fait de manière naturelle dans l'Hérault, le Gard, etc. Puisque c'est souvent ou du R&D et il n'y a pas d'entreprise qui finance du R&D, ou c'est sinon du réponse à incident, et les réponses à incidents sont faites en général par des entreprises assez conséquentes, et ils ont déjà ces ressources-là. Donc, il manque pas mal d'ingénieurs dans le reverse malware. Il manque aussi des hackers chapeau blanc, hein, des white hats, des ethical hackers. Ça, il en manque pas mal, mais on commence à avoir ce petit vernis-là, puisque les universités du coin commencent à vraiment sensibiliser les jeunes. Donc, on commence à avoir des jeunes qui arrivent là-dessus, mais il manque des profils qui ont entre 7 et 10 ans d'expérience. Il manque ces profils-là qui vont finir par arriver. Hein. Dans 3-4 ans, ils les auront. Voilà, il manque cette partie-là sur le côté de Montpellier. Sur le côté de Toulouse, il manque un peu moins ce genre de profil-là, puisqu'il y a des grosses sociétés qui ont déjà ce genre d'activité-là. Ce qui va manquer, ce sont plutôt des analystes, des analystes de type analyste SIEM, des analystes SOC. C'est-à-dire que ce que j'expliquais tout à l'heure, quand on va faire réduire la surface d'attaque au maximum, il va quand même en rester une de surface d'attaque. On ne saura pas la taille qu'elle a. De toute façon, on ne savait pas la taille qu'elle avait au début, on ne saura pas la taille qu'elle a à la fin. Mais cette surface d'attaque-là, en fait, il faut la surveiller quand on est une grosse entreprise. Il faut mettre une surveillance en temps réel dessus. Et la plupart des fois, ce sont des logiciels qu'on appelle les logiciels de SIEM qui font ça, qui analysent les logs, des fichiers journaux qui sont produits. Et les analystes, en fait, pertinents sur ce sujet-là, il en manque. D'accord. Donc, c'est l'analyste SOC, vous dites SOC, c'est ça? SOC, Security Operations Center. OK. Pour le SOC. Cela, il en manque des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3. Et les niveaux 3, en fait, sont en général des ingénieurs de reverse malware. On commence à les retrouver là-dedans, puisque c'est ceux qui vont faire ce qu'on appelle le forensic, qui vont faire de l'investigation poussée sur qu'est-ce qui est arrivé comme incident. Et en gros, voilà, cette partie-là des ressources est manquante, celle qui va surveiller les événements de sécurité qui deviennent des incidents de sécurité. Cette partie-là, voilà, d'analyste est assez manquante. Et je parle là pour la région sud, hein, de manière générale. Moi, je couvre l'Occitanie, donc ça me va bien. Écoutez, c'est bien. OK. Écoutez, j'ai bien noté ça. Et donc, vous êtes basé, c'est à côté de, comment dire, c'est à Castelnau-Lanez, c'est ça? Oui, exactement. OK, très bien. Côté de Montpellier. Voilà. OK, très bien. Moi, je suis basé à Montpellier aussi, au nord de Montpellier. Donc, ce que j'aime bien avec Digital 113,
Ça fait que depuis décembre que notre entreprise s'est inscrite, mais bon, on est une ESN, enfin, agence de recrutement pour les profils digitaux, et ça permet de développer le réseau. Oui, bien sûr. En assistant à ça, bon, ben, je ne suis pas particulièrement expert dans la cybersécurité ni le bâtiment, mais bon, voilà, donc ça, c'est un thème que de toute façon, la cybersécurité qui ne fait qu'enfler. Oui, oui, oui. Et donc, les entreprises, ils ont du mal à trouver ils auront du mal aussi à trouver des gens compétents, quoi. C'est clair. Exactement. C'est notre rôle, c'est d'aider justement à dénicher les talents comme ça. Voilà. Ben, écoutez, ça fait plaisir de faire votre connaissance. Je vous enverrai une invitation LinkedIn. OK, pas de souci. Ça, on va cultiver le réseau mutuellement. OK. D'accord. N'hésitez pas. Ça Merci marche. beaucoup. C'était très intéressant. Au revoir. Au revoir.